Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. À 19 h, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, l'actualité sportive. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024, journée mondiale de l'eau, mais visiblement la Guadeloupe ne figure pas sur la liste des pays concernés puisque la ressource fait cruellement défaut dans le robinet des Guadeloupéens et ce depuis 4 jours maintenant. On a d'ailleurs pas mal de plaintes des socioprofessionnels qui ont dû réduire leur activité ou voire fermer leurs entreprises et tout le monde espère effectivement un retour à la normale le plus vite que possible. La préfecture a fait état effectivement de sabotage sur le réseau. Reste à voir combien de temps cela prendra pour effectivement qu'on puisse voir de l'eau couler chez nous. Et hier soir, une information pour le point surprenante tombait, à savoir le décès de Cédric Cornet. Âgé de 43 ans, le maire du Gosier a été retrouvé raide mort à son domicile de Dampierre. Une tragédie pour sa famille et sa femme avec qui il venait d'avoir un enfant. Regardez. Le légiste est était présente tout à l'heure sur les lieux et oriente ses premières conclusions vers une cause naturelle ou accidentelle du décès. Mais tout ça sera précisé demain, puisque demain il y aura donc un scanner et une autopsie qui nous permettront justement de préciser ces causes de la mort. Il s'agit d'une procédure assez classique et je tiens à le dire, dès lors qu'il y a la découverte d'un corps d'un homme jeune et pour lequel la cause est pour l'instant non identifiée, mais je redis qu'il n'y a pas d'éléments suspects en l'état. C'est une procédure donc classique puisque le SAMU est intervenu et a délivré un obstacle donc médico-légal. Je l'ai eu plusieurs fois dans la journée. Je le sentais très, très affecté par les problèmes habituels et l'eau en particulier. Donc on a échangé et puis bon voilà quoi. Mais c'est un véritable choc. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Aujourd'hui, c'est vraiment un drame vraiment pour la famille. En plus, le père apprend cela dans les nouvelles. Sa sœur l'apprend sur les réseaux sociaux, elle est en voile actuellement. C'est très très dur d'apprendre de telles nouvelles de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui voulait effectivement développer sa commune, son territoire local, qui se battait, qui voulait aller vite, très vite. Mais effectivement, c'est vraiment un choc et au nom de tous les conseillers régionaux, nous apportons notre soutien, notre force à la famille de Cédric Cornet. Mais c'est dur, j'ai vu sa femme, son père là, très 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 abattu. C'est très dur, très très dur. Vous venez d'être papa ? 4 mois qu'il a eu un enfant, il s'est marié il n'y a pas trop longtemps, donc c'est très très dur. Vraiment, et il faut vraiment soutenir la famille. Voilà. Et notez que l'autopsie réalisée ce matin a confirmé la mort accidentelle donc de l'ex-maire du Gosier Cédric Cornet. Et effectivement, ils ont qualifié le décès par asphyxie, par obstruction alimentaire. Visiblement, il se serait donc étouffé. Yari Chalus parlait de sa famille qui devrait être épaulée par la municipalité de la ville de Gosier. Très touché, ses collaborateurs se préparent d'ailleurs à lui rendre un dernier hommage. Viendra après la gestion des affaires courantes. Regardez. C'est un peu tôt pour penser calendrier et la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous attendons quand même des nouvelles de la famille pour savoir comment mettre en place les choses. Toujours est-il, ce matin nous avons eu une réunion avec la DGS et différents services de la commune. Il est clair que d'ici 2 semaines, il faudra penser à une autre élection. Voilà. Mais pour l'instant, nous attendons quand même d'enterrer Cédric et puis de penser après autre chose. Mais l'essentiel maintenant, c'est notre deuil et notre douleur de l'avoir perdu. Vraiment, je suis trop touchée par son départ. Et mes amitiés, justement, je pense beaucoup à sa femme, à son bébé. Avant-hier, j'étais avec lui, on travaillait au Palais des Sports et sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment difficile.
Je n'ai pas de grands mots à dire. Simplement, je vais demander à l'équipe de soutenir sa femme. Il vient d'avoir un enfant de 4 mois. Si c'est dur pour moi, je ne sais pas pourquoi c'est plus dur. Et que son homme se pose en paix. Grâce à lui, j'ai repris confiance en moi. C'est lui qui m'a... J'ai rangé dans l'équipe depuis 2020, depuis qu'on est élu. Et depuis, on était déjà proche, on est venu encore plus proche. Et franchement, ça nous touche. Et de voir, c'est même pas, on peut pas dire c'est le maire, c'était notre ami, surtout. Avant la politique, c'était un ami. Il m'a donné ma chance. C'est lui qui nous a tous initiés. On est tous jeunes politiciens. C'est lui qui nous propulsait, qui nous montrait le chemin, qui nous faisait comprendre aussi. C'était un travail de chaque jour. Hier encore, nous étions dans cette salle-là, assis tout en haut, pour une commission qu'il a présidée. Je n'aurais jamais cru que le lendemain, j'aurais perdu mon ami. Toutes les personnes qui sont dans cette équipe, ils ont l'énergie pour suivre le rythme et pour continuer de la même façon que Cédric avait amorcé les choses. Donc on va continuer, on va poursuivre dans ce sens. Il faut surtout penser aux jeunes. Moi je dirais, le grand mérite, c'est qu'il a donné la chance à beaucoup de jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce qu'on ne le fait pas souvent en Guadeloupe. Et notez qu'aujourd'hui, nous avons appris le décès de Madame Solé Lucille, conseillère municipale de la ville de Moule, qui visiblement aurait succombé des suites d'un AVC. Et retour maintenant sur cette réunion entre la préfecture, l'usinier Gardel et les planteurs de canne autour effectivement de la fixation du prix de la tonne de canne. Aujourd'hui, nous là parce que la direction convoque un camarade et pour des baillons sanctions, mais il fait comprendre que c'était en réunion de travail. Qu'est-ce qui a été dit durant cette réunion? Alors d'abord, je suis accompagné de Denis Céleste et Michael Cérival qui sont tous les deux directeurs au sein de la région et du département. Alors, on a d'abord travaillé effectivement sur le proposition de protocole qu'on avait rédigé suite à la réunion de jeudi, suite à la réunion de hier. Donc on avait mis par écrit effectivement ce sur quoi on s'était mis d'accord dans cette discussion qu'on a eue hier matin avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis on a examiné aussi une proposition qu'on a reçue cet après-midi en fin de journée qui émanait des syndicats agricoles, du collectif, qui était une proposition sur laquelle on vient de travailler très rapidement. On va y retravailler sans doute une partie du week-end, qui est une proposition qu'on a rapidement analysée mais qu'on trouve très constructive, voilà, qui reprend la base du document qu'on avait communiqué à l'ensemble des parties prenantes et à l'ensemble des acteurs hier après notre réunion de travail de hier, qui reprend un certain nombre de points, qui fait des propositions, qui fait des ajustements, des modifications, voilà, mais qui nous semblent effectivement tout à fait discutables, entendables et sur lesquels il y a matière effectivement à travailler et à trouver sans doute un terrain d'entente. On va trouver même certainement un terrain d'entente. Donc sous le contrôle des collègues de la région et du département, ce qu'on se propose à partir du document qu'on a reçu, encore une fois que moi je trouve personnellement constructif, abouti, pertinent de la part effectivement des acteurs, des autres acteurs. Il y avait effectivement les syndicats agricoles et aussi le collectif des planteurs. Voilà, on a un petit peu de travail technique de rédaction à faire et on va essayer de renvoyer assez vite ce document à l'ensemble des partenaires dans la configuration de la réunion qu'on a tenue hier matin. Et puis, éviter tout le monde, sans doute lundi, on va essayer de faire ça lundi, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tarder. Enfin, nous, on a un enjeu qu'on partage tous autour de la table, je le disais hier, hein, vraiment en responsabilité avec l'ensemble des acteurs de la filière, c'est que la campagne démarre. Voilà, les enjeux sont tels qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une campagne qui ne démarre pas là dans les heures qui viennent, voilà, dans les jours qui viennent. Donc moi, je vais proposer, sans doute évidemment en lien avec le président Chalus et le président Losbar, moi je vais proposer que tout le monde se retrouve lundi, on va trouver un créneau dans nos agendas, pour que sur la base du document qu'on va renvoyer assez vite, mais il y a un petit peu de temps d'écriture, d'analyse, etc., qu'on puisse se voir pour, je l'espère, mais je n'en doute pas, signer un document, un protocole qui mettra tout le monde sur la même longueur d'onde et qui permettra de partager, je pense que c'est les objectifs. Il y a des choses très intéressantes dans ce qui a été proposé, il y a des perspectives sur la filière. Nous, on a un enjeu qu'on partage, effectivement, c'est que la filière canne, et ça, je pense que tout le monde autour de la table, même s'il y a des dissensions ou des analyses qui peuvent être différentes, il y a le constat, effectivement, que maintenant, il y a un travail urgent à faire
pour redynamiser et redonner toute sa place à la filière canne. Parce que c'est vraiment l'objectif et je pense que tous les acteurs, encore une fois, autour de la table, partagent cet objectif, mais à 100%. Voilà. On est aujourd'hui dans une situation qui économiquement n'est pas satisfaisante. Il faut redonner toute sa place à la filière et ça veut dire qu'il y a du travail foncier, il y a du travail agronomique, il y a du travail technique, il y a du travail financier sur cette filière. Voilà, pour que ce soit une filière digne de ce qu'elle est, de l'importance qu'elle revêt pour la Guadeloupe. Donc voilà en substance ce qu'on pouvait partager avec les collègues de la région et du département. D'accord. Alors aujourd'hui, vous aviez invité le collectif des planteurs et ils n'ont pas répondu à cette invitation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les négociations sont un peu au point mort? Non, parce que justement, c'est ce que je viens de vous dire. On a reçu, pendant qu'on travaillait on a reçu en fin d'après-midi le document. On savait effectivement qu'il y avait un peu de travail de part et d'autre. Bon, ils ne sont pas venus, mais c'est pas pour ça effectivement que les renégociations sont rompues. Pas du tout, c'est ce que je viens d'expliquer. On l'a reçu de leur part, effectivement, un document d'analyse, de propositions, d'ajustements rédactionnels, mais et de contre-propositions de rédaction, etc., qui m'a semblé pertinent, utile, fondé, etc. Voilà, donc non, au contraire, on savait que c'était un petit peu court de se revoir aujourd'hui, vendredi, après cette vue jeudi. Bon, on s'était donné ça comme objectif. On comprend aussi qu'il faille un petit peu de temps de travail sur un sujet aussi compliqué, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets sur la table, hein. Des sujets qui tiennent aux problématiques de rendement, aux problématiques de richesse acarimétrique, qui tiennent au calcul, à la formule de calcul du paiement à la richesse, qui tiennent effectivement à la composition, à l'articulation du prix, à sa modulation. Voilà, donc il y a quand même des choses très compliquées dans ce document. Bon, 24 heures, c'était sans doute un petit peu court. Bon, là, il nous a envoyé un document, encore une fois, que je trouve très intéressant, qu'on vient d'analyser, mais sur lequel il faut qu'on retravaille, encore une fois, avec l'ensemble des acteurs, et qui montre effectivement, quoi, je pense qu'on est sur le point d'arriver à un protocole. Mais au-delà du protocole, je dirais, de négociation lui-même, je pense que ce qui est très important dans ce document, dans ce qu'on a reçu, dans ce qu'on a écrit, etc., c'est que c'est un document qui offre une perspective pour la filière. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous la responsabilité collective de donner une vraie perspective à cette filière, et il y a du travail, et c'est ce document là qu'on va retravailler qui ouvre cette perspective, qui va prolonger la convention Cannes de l'année dernière et qui va donner, je pense, un nouveau souffle à la filière Cannes. Il y a des ambitions. Aujourd'hui, on a un tas de cannes de 400 000 tonnes. On peut très bien, ici en Guadeloupe, avec des efforts sur les rendements, arriver à un tas de cannes de 800 000 tonnes. Un tas de cannes de 800 000 tonnes, ça veut dire effectivement multiplier par 2 les revenus de la canne, l'impact économique de la canne. Donc il y a une vraie ambition qui est partagée par l'ensemble des acteurs de la filière. D'accord, donc aujourd'hui, cet après-midi, il n'y a rien qui n'a été encore signé? Non, parce qu'on n'était pas tous autour de la table, mais moi j'invite tout le monde, avec le président Chalus et le président Lezbar, j'inviterai tout le monde normalement lundi, si on va essayer de dégager du temps dans nos agendas respectifs, ouais. Voilà, lundi à pouvoir se retrouver pour finaliser ce document. Voilà. C'est normal que ça prenne du temps. Préfet qui devait également faire un point presse autour des problèmes d'approvisionnement en eau potable, mais finalement, il n'en est rien. Et on part sur le front social avec la mobilisation des salariés de Biométal. Ces derniers dénoncent le comportement de leur directeur qui tenterait de les sanctionner sans raison. Regardez. Là, nous là parce que la direction convoque un camarade et pour te une sanction, mais il fait comprendre que c'était en réunion de travail. Et les camarades là et moi nous gardons, nous disons nous pas rester en réunion là, faire procédure là convenablement. Il dit camarade là, pas grave parce que sanction là qui est plus grave. Donc de lundi, ça a prouvé que c'est une sanction TV Bay. Du coup, temps là pour nous réaliser, en sortant une vibration, déposer le téléphone dans moi, si table là, comme son iPhone, il déverrouiller, temps là pour réaliser directement pour le téléphone dans moi et jouer à effacer des données. Et donc en déposant plainte. Et aujourd'hui, nous retrouvons nous là parce que la haute direction pas tenu compte de déposition que nous avons. Et donc, tout le personnel par les bails dit mépris comme ici qu'a fait nous, que aujourd'hui, nous avons pris parce que nous n'avons pas suivi l'esclavage. Mais là, on va sanctionner nous comme ça, ça veut dire qu'on complice aussi avec. Donc, aujourd'hui, nous mettons nous debout. Et le personnel décidé d'abord de mettre les debout face à délégués là qui est injustement accusés. Un reportage de Michel Depape. Et dans une semaine, Capesterre-Belle-Eau sera le centre de la Guadeloupe à l'occasion du Karukera One Love Festival. Une aubaine pour la ville qui se réjouit de pouvoir rayonner lors de 2 jours de fête sur la plage de Roseau. Et c'est sans compter les retombées économiques générées par l'événement. Le reportage.
En ce qui concerne ce festival qui, pour nous, est le plus grand événement qui va se faire sur la ville de Capesterre-Belle-Eau, le maire Jean-Philippe Courtois et son équipe de la majorité, nous avons, avec les organisateurs de ce festival, mis en place toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir les festivaliers dans le week-end du 30 et 31 mars. Tout se passe en dématérialisé, d'accord. Si vous allez sur notre site, d'accord, www.caricaraonelove.com, sur bizouk.com, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Sur notre site, vous avez toutes les informations en info pratique, les navettes, comment prendre le parking, comment prendre vos places, vous avez tout. Tout est dématérialisé. Sur place, vous ne pouvez pas acheter de place. Toutes les conditions de sécurité seront réunies avec tous nos partenaires. Et le maire a voulu mettre l'accent surtout sur le côté culturel de cet événement, en associant toutes les associations et en mettant également en avant le côté musical, puisque c'est ce côté culturel qui est très important pour toutes les générations et notamment les jeunes. Aujourd'hui, la Caro Cœur en Love nous permet de faire venir des jeunes, de leur montrer ce qu'on veut et là où on veut arriver. Et ça montre aussi que Capesterre peut accueillir des grandes manifestations et on espère que ça se passera très bien pour que ça puisse être pérennisé dans le temps. On est une nouvelle association de quartier, on est une jeune association, on essaie de se développer, d'attirer des adhérents, des membres pour qu'on puisse évoluer. La municipalité nous a permis de participer à cette manifestation, ce qui valorise un peu notre association. Ce développement économique qui est en fait de faire participer tous les acteurs économiques du territoire, notamment les hébergeurs avec les gîtes, avec les restaurateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau hébergement, nous avons presque plus de place pour accueillir, donc c'est une très très bonne chose. Alors bien sûr, on a Rick Ross, on a Kalash, mais on a Mister Vegas, on a Naila Blackman, on a les Aiglons, d'accord, qui pour moi est une très grosse tête d'affiche parce que c'est la culture, d'accord. On aura par rapport à Capesterre, on aura Kassika qui va mettre le feu, dans le village. On a Vanessa Bling, on a un plateau local énorme. Et là tout de suite comme ça, on a tellement d'artistes, d'accord, qui seront sur la scène dans l'eau que j'arrive même pas à tous les nommer. Et nous avons également mis en avant la participation des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes seront aussi de la partie pour pouvoir aider à l'organisation de cette manifestation. Et on parle politique avant de se quitter, puisque Manon Aubry, tête de liste LFI pour les européennes, et Mathilde Panot sont de passage en Guadeloupe. Et elles gardent le même cheval de bataille pour nos territoires, à savoir lutter contre les problématiques d'approvisionnement en eau potable. Regardez. C'était volontaire et intentionnel de faire mon premier déplacement de campagne pour les élections européennes juste après le lancement dans les Outre-mer, qui sont un peu les territoires avancés de la lutte contre la vie chère, mais aussi en cette journée mondiale de l'eau. C'est pas un hasard si on est ici en Guadeloupe, qui se battent pour un droit aussi simple et aussi fondamental que d'avoir de l'eau pour boire, pour faire à manger, pour pouvoir se laver. Un droit qui est bafoué à 400 000 personnes, parce que d'un côté, il y a eu la prédation d'une entreprise, Veolia, et de l'autre côté, une irresponsabilité totale des pouvoirs, du gouvernement et derrière de l'Union européenne qui ne prend pas à bras-le-corps ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour faire reconnaître le droit à l'eau comme un droit fondamental dans la Charte des droits fondamentaux au niveau européen et de manière très concrète de flécher en priorité des budgets européens pour refaire de fond en comble l'ensemble des canalisations en Guadeloupe, pour faire en sorte que les Guadeloupéens n'aient pas à se lever le matin en se demandant, un, s'ils peuvent avoir accès à l'eau pour boire et se nourrir, et deux, avec des factures qui sont astronomiques et qui ne reflètent absolument pas leur consommation. J'ai présidé une commission d'enquête sur la question, avec des recommandations dont aucune n'ont été suivies. Tout le monde sait depuis des années que les enfants guadeloupéens ratent en moyenne 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Tout le monde sait qu'on se retrouve au CHU avec des robinets qu'on ouvre avec des matières fécales littéralement qui tombent du robinet. Tout le monde sait qu'il faut mettre 2
peut-être 3 milliards sur la rénovation des canalisations, à la fois pour l'eau et pour l'assainissement, et pourtant personne ne fait rien. Il y a eu 2 alertes supplémentaires de l'ONU qui ont pointé la France sur le non-respect du droit à l'eau. Donc, écoutez, moi je trouve ça un peu facile de pointer les grévistes du doigt, qui demandent, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans ce pays, des augmentations de salaire. Vu la vie chère, on peut comprendre ça. Qui demandent, on nous disait par exemple qu'il n'y a pas de matériel correctement utilisable par eux pour pouvoir faire leur travail. Donc moi je le dis, ceux qui sont responsables du manque d'eau aujourd'hui, c'est Veolia, c'est les pouvoirs publics. Et je veux dire une dernière chose, parce qu'à chaque fois qu'on alerte dans l'Assemblée, parce qu'on continue d'alerter sur le droit à l'eau qui n'est pas respecté en Guadeloupe, à chaque fois on nous dit compétence des collectivités, l'État n'a rien à voir là-dedans. Eh bien si, l'État a tout à voir. Quand on parle d'enfants qui ratent l'école, l'éducation est la compétence de l'État. Quand on parle de santé, que ce soit au CHU, les gens qui n'arrivent pas à se laver les mains, l'hygiène, là, la santé, c'est aussi la compétence de l'État. Quand on parle d'eau croupissante à des endroits parce que les canalisations fuient, où il y a des moustiques, alors qu'on sait très bien les épidémies qui ont lieu et qui ont cours en Guadeloupe notamment, eh bien là aussi, c'est la compétence de l'État. Donc ça suffit de se défausser tout le temps. Maintenant, il faut mettre les milliards sur la table et respecter la dignité des gens. Voilà ce qu'on est venu demander. Les milliards sur la table, a priori on serait aux alentours de 1,6 milliard pour réfection du réseau plus assainissement. On rappelle quand même que 80% des stations d'épuration ici en Guadeloupe ne sont pas aux normes, donc on ne s'étonne pas effectivement du résultat derrière avec des multiples pollutions toute l'année. Et effectivement, on attend aussi d'avoir des nouvelles donc de Théo Gall, puisqu'on a un nouveau préfet à l'eau et à l'assainissement qui est en place depuis le 21 février dernier, mais qu'on n'a pas encore entendu alors qu'on est en pleine crise de l'eau. Donc a priori, il a un peu, entre guillemets, la tutelle du président du SMGEAG, et on imagine que l'État fléchera donc les budgets dans sa direction, et c'est lui qui devra un petit peu tout chapeauter en termes de reconstruction du réseau et de ces fameuses stations d'épuration. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Pour rappel, hier, effectivement, le maire de la ville du Gosier, Cédric Cornet, a donc été retrouvé raide mort à son domicile aux alentours de 18h30. Et il semblerait effectivement que ce soit une mort accidentelle et qu'il se soit étouffé avec de la nourriture. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. On se retrouve lundi. À venir dans la tranche info sur Canal 10. Info 10, vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive du département. Et avant de se quitter, eh bien, je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Yvonne, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Ghislaine Khalif, à Talia Mdor. Oui, condoléances Jimmy. Bonsoir, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Marie-Hélène Borès, à Yvonne Dacour. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir à Perle de Caruquera. Désolé, j'ai ouvert l'application un petit peu tard. À Jugered Lédis aussi. Je crois que j'ai déjà vu Ghislaine, il me semble. On a aussi Bertrand Herlem qui est sur le live. On a Titi Shine aussi qui est sur le live. En tout cas, bonne soirée à vous. On a passé une semaine très compliquée entre attaques au couteau à Pointe-à-Pitre. On a aussi donc le décès de Cédric Cornet, ce conseiller municipal de la ville de Basse-Terre. On a une conseillère municipale de la ville de Moule. Il y a une affaire dont je n'ai pas encore parlé aussi. Visiblement, dans une banque de Guadeloupe, on aurait des accidents de travail et il y aurait une dame qui aurait perdu la vie justement après avoir subi un peu les affres de son entreprise. Je vous en parlerai très prochainement. En tout cas, c'est dans le milieu bancaire, une grosse banque en Guadeloupe. En tout cas, beaucoup de mauvaises nouvelles. Et pour le cas Cédric Cornet, bon, je vais pas épiloguer 150 ans, mais pour le cas Cédric Cornet, je suis beaucoup sur les réseaux. Je suis énormément sur les réseaux. Comme je dis, je ne fais guère de modération. Je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ce n'est pas mon rôle. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de limites. Hein. Là, il faut le dire, on n'a plus de limites et on se permet de dire tout et n'importe quoi.
Moi, je me contenterai juste de dire que de toute façon, les morts ne répondent pas, donc ça restera des débats à sens unique. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, on peut continuer à tergiverser si on le souhaite, mais bon, pour moi, fin de partie, c'est fin de partie, dans tous les cas. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de cette vie qui est quand même relativement courte, hein, et faites en fait ce que vous avez envie de faire, et restez tranquille. Il faut dormir aussi, il faut beaucoup dormir, il faut se reposer. Moi, je suis amateur de sieste, parce qu'il faut préserver aussi la machine, il faut préserver le vaisseau pour qu'il puisse nous accompagner le plus longtemps possible. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde.